Chapitre 2. Higgins, la première émotion passée, examina le pendu. La lune était haute dans le ciel. Sa lumière bleutée rendait plus sinistre encore le cadavre du malheureux. Un instant, l'ex-inspecteur-chef avait eu l'intention de continuer sa promenade et d'oublier sa vision. Mais c'eût été une lâcheté, puis une ignominie. Comment un inspecteur du Yard, même un ex, aurait-il pu abandonner cet homme à son sort? Comment aurait-il pu renoncer à comprendre les causes de son décès? Rester à souhaiter qu'il fût le résultat d'un suicide et non d'un crime. Le pendu était vêtu d'un costume sombre. De taille moyenne, il avait un menton proéminent qui lui dévorait le visage. Les yeux ouverts, il regardait le néant avec étonnement. Son expression était presque naïve, comme si la mort l'avait eu par surprise. De la pochette dépassait un bouquet de bruyères séchées. Higgins aurait aimé examiner le cadavre, mais il fallait d'abord le dépendre. Le Yard devait donc intervenir de manière officielle, en présence de Scott Marlowe. Au pied du chêne, Higgins découvrit un objet des plus étranges. Une chaise, sans doute celle sur laquelle l'homme était monté pour se pendre, avant de la repousser d'un coup de pied, mais une chaise à nul autre semblable. Ses 3 pieds torsadés étaient taillés à la perfection. Son dossier était formé de 2 énormes cornes pointues, le long desquelles grimpaient des diables à la queue fourchue. L'ensemble avait une allure profondément malsaine. Higgins n'eut pas besoin d'une longue réflexion pour comprendre que sa quiétude serait gravement troublée dans les heures qui allaient suivre. Il se promit de résoudre au plus tôt l'énigme posée par le pendu. Scott Marlowe terminait sa 3e portion de pudding lorsque Higgins frappa à la porte de la cuisine de Mary. Celle-ci ouvrit à contre-cœur. « J'ai besoin de vous, mon cher Marlowe. Auriez-vous l'obligeance de me suivre ?»« Pour quelle raison ?» demanda Mary soupçonneuse. « Notre hôte n'a pas fini de dîner et il n'a pas goûté ma bière. Une affaire urgente qui risque de compromettre notre tranquillité à tous. » Le ton de l'ex-inspecteur-chef était suffisamment grave pour que Mary y perçoive un réel danger. Elle permit donc à Marlowe de se lever et d'accompagner Higgins. « Pardonnez-moi, » dit le superintendant interloqué. « Vous avez besoin de moi ?»« Ce sont mes paroles, » admit Higgins. « Mettez votre imperméable, mon cher Marlowe. La nuit est fraîche. Nous allons nous promener en forêt. À cette heure-ci, mais... Pourquoi ?»« Pour décrocher un pendu, » répondit Higgins avec calme. Il était un peu plus de 20h30 lorsque l'ex-inspecteur-chef et le superintendant allongèrent le cadavre sur un matelas de feuilles mortes. « Connaissez-vous cet homme, Higgins ?»« Je ne l'ai jamais vu. » Dans la poche droite du mort, une Bible reliée en cuir dans laquelle étaient gravées les initiales RW. Dans la poche gauche, une lame du jeu de tarot représentait précisément un pendu. « Avez-vous remarqué les bottes ?» demanda Higgins. « Elles me paraissent des plus banales. Je vous accorde qu'elles ne sont pas l'œuvre d'un grand bottier, mais elles possèdent une particularité remarquable. Examinez-les de près. » À la lueur d'une lampe de poche, Scott Marlowe s'aperçut qu'aucune trace de boue ne maculait les chaussures du défunt. « Elles sont parfaitement cirées, » observa-t-il. « Souvenez-vous du manuel de Master, mon cher Marlowe. Le secret d'un cadavre se mesure à la propreté de ses chaussures. Celles-ci nous posent un difficile problème. » Higgins, à l'aide d'un crayon Staedtler Tradition B finement taillé, prit des notes sur un carnet noir. Tout au long de sa carrière, il n'avait utilisé aucun autre instrument d'investigation. « Pas si difficile que cela, » objecta Marlowe. Le mort a ciré ses bottes avant de se pendre. Higgins se tâta le menton. C'est une hypothèse que l'on ne peut écarter d'emblée. Mais il se serait servi d'un linge ou d'un mouchoir. Rien de tel dans ses poches. Il peut les avoir frottés avec la manche de sa veste. Étrange idée, pensa Higgins. Comment un individu éduqué avec de vraies valeurs aurait-il pu se comporter de la sorte? Soyons précis, exigea l'ex-inspecteur-chef. Ces bottes ne sont pas simplement frottées, mais cirées. Où se trouve le cirage? Le mort l'a peut-être jeté aux alentours. Il faudra procéder à une inspection du terrain. Ce type de toute manière ne me paraît pas très normal. Pourquoi avait-il sur lui cette carte avec une figure de pendu? Sinon pour annoncer la manière dont il voulait se suicider. La Bible c'est pour remettre son âme à Dieu. Le bouquet de bruyère, sans doute un souvenir bucolique. Et cette chaise? Avez-vous déjà contemplé quelque chose d'aussi horrible? Je me demande si ce désespéré-là n'était pas un suppôt de Satan. Et si ce n'était pas le mort qui avait ciré lui-même ses bottes? Scott Marlowe, qui n'aimait pas les complications, fronça les sourcils. Que sous-entendez-vous, Higgins? Songeriez-vous à un crime? Le cadavre du suicidé a peut-être été déplacé, à moins qu'il ne s'agisse pas d'un suicide, en effet. Le superintendant grommela. Nous nous égarons, Higgins. Je suis persuadé que nous sommes en présence d'un suicide. Un suicide un peu bizarre, je vous le concède, mais rien de plus. Il reste à identifier cet homme. Grâce à la Bible, nous connaissons déjà les initiales de son prénom et de son nom, RW.
Higgins, feuilletant le livre saint, nota qu'une de ses pages était légèrement cornée. « Sans pitié, disait le texte, le Seigneur a détruit toutes les demeures de l'injuste. Il a jeté à terre, il a maudit le royaume et les puissants. » L'ex-inspecteur-chef, s'agenouillant malgré son arthrite, ouvrit le col de chemise du défunt. Encore une certitude qui vole en éclats, constata-t-il en dévoilant la médaille que le défunt portait au cou. Notre homme s'appelait Jason Laxter et il habitait Ivy Lodge. Connaissez-vous cet endroit ? Higgins fouilla dans sa mémoire. Je crois que c'est le nom d'un domaine près du village de Druxham, à quelques kilomètres d'ici. De plus en plus bizarre, estima Marlowe. Alertons la police locale. Dans l'heure qui suivit, l'identité judiciaire fit son travail. Puis le cadavre fut acheminé jusqu'au laboratoire du Yard pour examen et autopsie. Il ne restait plus à Higgins et à Marlowe qu'à se rendre à Ivy Lodge pour y contacter d'éventuels membres de la famille du défunt et leur annoncer la triste nouvelle. Il était presque 22h30 lorsque la Bentley du superintendant passa devant la pancarte indiquant Druxham. Le village n'avait qu'une rue bordée d'une dizaine de maisons. Elle s'achevait par une voie sans issue dont l'extrémité était occupée par une chapelle. Sur la gauche partait un sentier boueux conduisant à une vieille ferme. Pas âme qui vive. La pluie tombait, drue, noyant le paysage dans la grisaille. Scott Marlowe contint un frisson et gara sa voiture devant le porche de la chapelle. Au moment où Higgins descendait de la Bentley, il aperçut une forme qui tâchait de se cacher derrière l'angle du mur. Pas un bruit » murmura l'ex-inspecteur-chef. « On nous épie. » Higgins, qui se déplaçait comme un chat, n'eut aucune peine à mettre la main au collet de l'espion. Ce dernier, affolé, ne tenta pas de s'enfuir. Il se tassa sur lui-même. « Venez dans la lumière des phares » ordonna Higgins. Apparut un garçon d'une vingtaine d'années, aux cheveux roux. « Et qui êtes-vous »« Scotland Yard, et vous ?»« Je m'appelle Mitchell Grant. Je suis l'assistant du pasteur et le sonneur de cloche. Pourquoi vous cachiez-vous ? J'ai eu peur. Il ne vient jamais personne, ici. Alors, pourriez-vous nous indiquer l'emplacement d'Ivy Lodge ?» Le jeune homme tendit le bras vers le sentier. « Prenez par là et allez tout droit jusqu'à la ferme. Il est arrivé quelque chose à monsieur Laxter ? Merci mon garçon. » Les deux policiers s'engagèrent sur l'étroit chemin. Mitchell Grant les observa quelques instants puis s'enfuit en courant. La pluie redoublait d'intensité. La vaste ferme, signalée par des lumières fugaces, semblait s'éloigner. Scott Marlowe pesta contre la boue qui lui collait aux semelles. Ralentissant la marche, il se résolut à suivre les traces de Higgins qui, grâce à son excellente vue, réussissait à éviter les profondes mares qui jalonnaient le parcours. « Nous aurions pu venir demain matin, maugréa-t-il. Il y a probablement des gens qui s'inquiètent de la disparition de monsieur Laxter, dit Higgins. Quand on vit dans un endroit pareil, on doit avoir souvent envie de se suicider. La remarque du superintendant frappa Higgins. Cette terre était inhospitalière, brumeuse, inquiétante. La boue y semblait plus lourde, plus épaisse qu'ailleurs. Il flottait dans l'air de la nuit un parfum de drame et de mystère, un relent de mort lente, implacable qui ne laissait aucune place à l'espoir et à la joie. Un bêlement fit sursauter le superintendant. Sur sa gauche, il découvrit un abri grossier où s'entassaient des moutons. S'habituant à la vision nocturne, il distingua la minuscule colline qu'il devait désherber avec conscience et en contrebas la rivière où ils allaient s'y boire. Plus ils avançaient, plus le sentier était défoncé, comme s'il tentait d'écarter les visiteurs et de confiner dans sa solitude la vieille ferme entourée d'une barrière basse, brisée à plusieurs endroits. Enfin, ils pénétrèrent dans la cour, un vaste cloaque bordé de haies anarchiques, abandonnées à elles-mêmes depuis longtemps. Il y avait plusieurs corps de bâtiments accolés les uns aux autres. Certains présentaient des murs branlants, d'autres des toitures effondrées. Un seul d'entre eux semblait en bon état. Au-dessus de sa porte, une grosse lanterne dont la lueur avait guidé les policiers. Quelque chose heurta la jambe de Scott Marlowe qui recula précipitamment. « Ce n'est qu'un cochon », observa Higgins, dévisageant avec sympathie l'animal lourdeau aux petits yeux, qui levait un regard étonné vers le superintendant. « Il n'est pas méchant », indiqua la voix grave d'un homme sortant d'une grange, « mais il ne faut pas l'ennuyer. »« Scotland Yard », annonça Scott Marlowe bougon. « Qui êtes-vous ?»« On m'appelle Jeffrey le Mauvais. Je suis ouvrier agricole au service de monsieur et madame Laxter. » Jeffrey le Mauvais était un homme trapu, à la musculature lourde. Il arborait une épaisse moustache, noire et fumait une pipe sculptée, en forme de tête de diable. Vêtu d'un pantalon de toile bleue et d'une veste de laine rapiécée, il portait une casquette noire qui masquait presque entièrement son front étroit. L'individu paraissait inébranlable. On n'aime pas beaucoup les étrangers, par ici. « Qu'est-ce que vous venez faire à Ivy Lodge ?» Le cochon poussa un grognement sinistre, comme s'il éprouvait une subite tristesse. « Ça c'est pas bon signe ?» remarqua Jeffrey le Mauvais. « Sam est toujours au courant de tout avant tout le monde. »
Quand il pleure, c'est qu'une mauvaise nouvelle va nous tomber dessus. Faut dire qu'ici, on est habitué. Que voulez-vous dire? Interrogea Higgins. Bah, Heavy Lodge est une terre maudite. Elle tue ses propriétaires depuis des siècles. Il y en a au moins 10 qui sont morts de mort violente. La ferme qui se délabre, les champs inondés, les moutons qui ne grossissent pas, les haies qui ne poussent pas. Il n'y a pas moyen de faire fortune dans ce domaine. On jurerait qu'il est maudit. Pourquoi y travaillez-vous, en ce cas? J'ai jamais vécu ailleurs, comme mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et leurs ancêtres. Les mauvais sont attachés à cette terre depuis qu'elle existe. Si elle survit, c'est grâce à nous. C'est comme ça, et on ne peut rien y changer. Scott Marlowe avait froid. Il changea de place, commençant à s'enfoncer dans la boue. Le cochon s'était assis sur son derrière, ne le quittant pas des yeux. Si je comprends bien, avança Higgins, monsieur et madame Laxter habitent ce domaine depuis peu de temps. Ils l'ont acheté il y a 1 an, ce sont des gens de la ville. L'endroit leur a plu. Lui, il rêvait d'avoir une ferme et de la remettre en état. Mon nouveau patron a un grand projet, réintroduire dans la région la pomme la plus traditionnelle d'Angleterre, la Beauty of Bath. A-t-il une chance de réussir? Demanda Higgins. Scott Marlowe s'impatientait. Pourquoi son collègue posait-il des questions inutiles au lieu de se rendre auprès de cette madame Laxter pour lui annoncer le suicide de son mari? Une chance? Qui pourrait le dire? Tout pourri sur cette terre. Il faudrait d'abord la vider de son eau, chasser les nuages, amener le soleil et faire un miracle. Après, peut-être, on aura de belles pommes. Depuis combien de temps votre patron s'est-il absenté? Jeffrey le mauvais tira une bouffée qui empuantit l'atmosphère. Sam, le cochon, préféra partir. De son pas lent mais assuré, il s'éloigna vers l'enclos au toit de paille qui lui servait d'habitation. Aucune idée. Je ne note pas ces allées et venues. Nous sommes effectivement porteurs d'une mauvaise nouvelle, déclara Higgins. Monsieur Jason Laxter est décédé. Jeffrey le mauvais garda le silence un long moment. Au grand étonnement de Scott Marlowe, il ne posa aucune question. M'étonne pas, marmonna-t-il enfin les yeux baissés. Encore un que le domaine a tué? Je vous l'ai dit, faut pas toucher à Heavy Lodge. Même pour y faire pousser des pommiers. Si vous voulez voir Madame Laxter, elle est dans le bâtiment central. Frappez. Si elle ne dort pas, elle entendra. Moi je vais me coucher. Demain à 6 heures, le travail reprend. Jeffrey le mauvais tira une dernière bouffée et, sans plus s'occuper des 2 policiers, disparut dans les ténèbres de la grange d'où il était sorti. Curieux bonhomme, estima Scott Marlowe. Il en sait plus qu'il ne veut en dire. Higgins opina du chef. Il aurait pu prolonger cette conversation riche d'enseignements, mais c'eût été bouleverser le cours normal de son enquête. Une enquête qui n'existait peut-être que dans son imagination si le propriétaire d'Heavy Lodge avait réellement décidé de mettre fin à ses jours. L'ex-inspecteur-chef frappa à la porte du bâtiment central. Il n'obtint aucune réponse et réitéra son geste sans davantage de succès. Scott Marlowe décida de recourir à une méthode plus énergique. « Ouvrez !» ordonna-t-il d'une voix puissante. « Scotland Yard !» Il sembla aux 2 hommes que quelqu'un se déplaçait dans la maison. Une faible lumière illumina les fenêtres du premier étage. On descendit un escalier en faisant craquer des marches. La porte s'ouvrit. Dans l'encadrement apparut une jeune femme blonde d'une exceptionnelle beauté, vêtue d'une robe longue en soie blanche,